Le budget 2024-2025, dévoilé il y a 3 jours en 585 paragraphes, s'inscrit à un moment singulier de notre trajectoire économique et politique. En effet, ce budget constitue le dernier, sous la gouverne de l'honorable Padayachi, ministre des Finances avant les prochaines élections générales. Et de plus, ce budget marque la conclusion d'une décennie du régime MSM à la tête de notre pays. Et j'ai pu constater, Monsieur le Président, que l'intervenante qui m'a précédé, la nouvelle ministre des PME et du Développement industriel, bien que fraîchement nommée, elle l'a elle-même rappelé en février dernier, a déjà appris de ses collègues ministres seniors la rhétorique qui consiste à critiquer certaines mesures du gouvernement travailliste il y a plus de 10 ans, sans toutefois en préciser le contexte. Et c'est bien là le problème, Monsieur le Président. Cela fait bientôt 10 ans que le MSM est aux affaires, et au lieu de continuer à fouiller dans les vieux tiroirs de l'ancien régime travailliste, il serait plus pertinent de faire le bilan économique de l'actuel régime MSM. 2014-2024, 10 ans, 10 budgets nationaux, 2 premiers ministres père et fils, 3 ministres des Finances et plusieurs milliards de roupies qui ont affolé les compteurs, les esprits, les discussions et les projections. Mais derrière ces chiffres, Monsieur le Président, ce sont des vies humaines qu'il nous faut protéger, accompagner et dont il faut façonner le présent et l'avenir. Et ce qui a de la valeur et de la pertinence pour notre pays, loin de la finance analytique certes nécessaire, c'est bien la réalité économique du quotidien. Et la seule question qui ait du sens est la suivante. Au bout de ces 10 ans, est-ce que nous constatons un enrichissement ou un appauvrissement de la population? Si je prends l'exemple d'une famille mauricienne qui, au bout de plusieurs années de travail et de sacrifices, avait économisé 1 million de roupies sur un compte épargne en 2014. Et il est bon de rappeler que dans un contexte mauricien où nous importons 80% de ce que nous consommons, notre épargne n'a de réelle pertinence économique qu'en devises étrangères. Ce million de roupies valait en 2014 environ 33 000 $ américains. 10 ans après, ce même million, théoriquement qui n'aurait pas bougé à la banque, ne vaut plus que 21 000 $ de nos jours. Autrement dit, avec la politique de dépréciation monétaire menée par l'actuel régime, les économies d'une vie ont fondu d'un tiers comme neige au soleil. Le soleil du MSM. Les Budget Estimates 2024-2025 indiquent à l'annexe A, à la page 498, que la TVA, qui je le rappelle est un impôt sur la consommation, sera à la fin de l'année financière 2023-2024 d'un montant collecté de 56 milliards de roupies contre 26 milliards de roupies en 2014. Autrement dit, avec la politique fiscale menée par l'actuel régime, le poids de la TVA sur le dos des 350 000 familles mauriciennes a augmenté de 30 milliards de roupies en 10 ans, ce qui représente une charge fiscale supplémentaire annuelle d'environ 85 000 roupies par famille. En ce qui concerne la dette publique, Monsieur le Président, elle s'élevait en décembre 2014 à 237 milliards de roupies. Cette dette a plus que doublé en moins de 10 ans pour atteindre en juin 2024 un montant de 524 milliards, en sachant que ces 524 milliards n'incluent pas, pour des raisons de mathématiques financières discutables, et l'honorable Outim l'a rappelé, les 158 milliards que le gouvernement a pris de la Banque centrale. En une décennie, la charge de la dette publique a donc augmenté de 820 000 roupies pour chaque famille mauricienne.
Voilà, Monsieur le Président, le bilan économique de l'actuel régime au bout de 2 mandats successifs. L'appauvrissement et l'écrasement financier des citoyens de notre pays. Alors évidemment, Monsieur le Président, les intervenants de l'autre côté de la Chambre viendront chanter les louanges des différentes allocations et primes versées aux différents segments de la population. Et il est intéressant d'ailleurs de relever que cette distribution a été faite sur la base d'une segmentation électoraliste de la population, sans vision d'ensemble, ni stratégie à long terme, et surtout dans l'illusion que ces milliers de roupies distribuées ci et là ne se feront en réalité pas rattraper par l'inflation galopante d'ici 3 mois seulement. Car c'est bien là mon propos que je tiens à clarifier, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous ne sommes évidemment pas contre le soutien financier de l'État à la population, bien au contraire, mais nous voulons d'une nation forte avec une qualité de vie qui devient meilleure grâce à un environnement durable, stable, solidaire et prospère, et non pas d'un peuple vulnérable dont l'argent ne permettrait plus de remplir le caddie du supermarché parce que notre roupie aura perdu sa valeur. Monsieur le Président, personne dans cette Chambre ne veut d'une île Maurice qui rappellerait tragiquement le Zimbabwe des années 2000, où les Zimbabwéens devaient se déplacer avec des brouettes de billets pour aller faire leurs courses. Et le comble, c'était que la brouette avait elle-même plus de valeur que l'argent qu'elle transportait à cause d'un pays écrasé par l'hyperinflation. Demain est à nous. Tel est le leitmotiv du présent budget 2024-2025. Mais à quoi sert-il de donner quelque chose aujourd'hui qui n'aura plus de valeur demain? Monsieur le Président, chaque trimestre depuis 2010, une étude de la confiance des consommateurs mauriciens réalisée par l'entreprise Analysis. Et le dernier rapport, et le leader de l'opposition l'a rappelé ce matin dans son intervention, la dernière enquête menée par Analysis sur la période d'avril 2024 démontre que 64% des interviewés estiment que le pays ne va pas dans la bonne direction. Et le rapport montre une baisse significative dans la perception positive depuis janvier 2020. Et ce qui a retenu mon attention, Monsieur le Président, dans cette étude, est qu'elle mentionne que les dernières actions de soutien ont pour autant été accueillies favorablement, mais sont perçues comme court-termistes et ne permettent pas à la population de se projeter de manière positive au niveau national et de façon durable. À l'image donc de ce présent budget de l'État, un budget court-termiste qui privilégie des bénéfices immédiats dans une logique électoraliste. Demain est à nous, mais ne dit-on pas qu'il faut semer aujourd'hui pour récolter demain? Qu'a semé ce régime? Qu'a-t-il fait pour préparer et consolider l'avenir? Pour baisser l'inflation, pour stopper la dépréciation de la roupie, pour relancer la croissance, pour développer de nouveaux piliers économiques ou alors pour valoriser le génie mauricien? C'est au bout des 2 mandats du régime MSM, à l'ère du numérique, et je ne peux blâmer la nouvelle ministre des PME, fraîchement nommée, mais bien le gouvernement auquel elle appartient, que ce présent régime vient introduire au paragraphe 130 du présent budget le programme L'Industrie du futur pour numériser les opérations de 100 PME sur une période de 3 ans. C'est 3 mois avant les élections générales que le ministre des Finances annonce au paragraphe 151 de son budget l'élaboration d'un plan quinquennal 2025-2030 pour l'industrie digitale. Demain est à nous, mais aujourd'hui, les Mauriciens, et j'en ai fait moi-même personnellement les frais, perdent leur temps et leur patience à attendre 1 voire 2 journées complètes au bureau de la NLTA à Cassis, dans ma circonscription, simplement pour mettre en règle la déclaration de leur véhicule. Et le Parti travailliste et ses alliés, conscients de cette aberration administrative en 2024, a déjà annoncé la digitalisation à venir des services de la NLTA. La digitalisation.
Non seulement le présent régime n'a pas su augmenter le gâteau national, mais il n'a pas pensé à le moderniser, se reposant sur les quelques piliers économiques traditionnels, tels que le tourisme, le textile et le secteur financier, qui sont de surcroît soumis à des mutations économiques dans un contexte de concurrence mondiale déroutante. Si je prends un seul exemple du global business, ce que l'on appelait dans les années 90 le secteur offshore, qui emploie environ 12 000 personnes actuellement à Maurice et qui joue un rôle significatif dans la promotion de l'investissement étranger et la diversification des services financiers du pays, nous assistons depuis quelque temps à une mutation liée au rachat des management companies par des global players à l'étranger, avec pour conséquence que les expertises analytiques de grande technicité sont de plus en plus effectuées au Luxembourg, en Suisse ou en Angleterre, laissant graduellement des tâches de plus en plus de back-office à Maurice. Et si jusqu'ici, et fort heureusement, les niveaux de salaire mauriciens ont été maintenus, demain est incertain. Il est donc de notre devoir, en tant que décideurs politiques, d'anticiper ces changements mondiaux, d'adapter nos compétences et d'élargir l'expertise mauricienne pour nous positionner solidement dans les nouveaux piliers économiques en émergence. Et c'est malheureusement à la fin de son mandat que le gouvernement lance au paragraphe 154 du budget 2024-2025 une campagne nationale AI for All pour encourager les outils de l'intelligence artificielle dans le pays, alors que c'est bien avant qu'une telle diversification économique aurait dû être lancée pour récolter les fruits aujourd'hui. Car l'intelligence artificielle, Monsieur le Président, est non seulement une technologie émergente, mais elle a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l'économie dans notre pays et dans notre région, y compris l'agriculture, la santé, l'éducation ou encore les services financiers dont je parlais. Et nous avons malheureusement accumulé un certain retard par rapport à certains de nos voisins africains. En avril 2019, Google a ouvert son premier laboratoire de recherche spécialisé sur l'intelligence artificielle au Ghana. En septembre 2023, le Sénégal a lancé une stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour créer un environnement intellectuel propice à l'innovation et amorcer une nouvelle dynamique entrepreneuriale. Le mois dernier, l'Afrique du Sud a lancé un centre d'intelligence artificielle à vocation militaire. Mais qu'en est-il au niveau local par rapport à ce qui se pratique déjà dans notre région? À l'heure où j'interviens sur le budget de l'État, combien de professionnels en intelligence artificielle travaillent actuellement à Maurice pour augmenter la productivité de nos usines? Combien de cours sont dispensés dans cette filière dans nos universités locales? Combien de nos lauréats ont choisi un cursus dans cette technologie du futur en vue de rentrer au pays pour la déployer au service de notre développement économique, énergétique et numérique? Monsieur le Président, je n'ai repéré aucune mesure dans ce budget visant à stopper la fuite des cerveaux mauriciens, à promouvoir l'ingéniosité locale ou à encourager nos étudiants mauriciens à revenir contribuer à la transformation du pays. Par contre, pas moins de 9 paragraphes du budget sont réservés à la simplification et à l'accélération du recrutement des travailleurs étrangers. Évidemment, l'île Maurice est une terre d'accueil pour toutes les nationalités, mais pour autant, au paragraphe 75 du budget, le ministre des Finances est venu nous annoncer que le seuil d'éligibilité pour l'Occupation Permit pour les professionnels étrangers sera réduit de 30 000 à 22 500 roupies, soit 2 500 roupies de plus que le revenu minimum mauricien nouvellement défini à 20 000 par le même budget. Autrement dit, le gouvernement est en train d'ouvrir les vannes pour noyer le marché local du travail avec une arrivée massive de main-d'œuvre étrangère,
acceptant un salaire quasiment au même niveau que le revenu minimum local. Ce qui va, selon moi, constituer une concurrence déloyale pour les jeunes professionnels mauriciens. De plus, la suppression annoncée au paragraphe 77B des quotas de main-d'œuvre étrangère dans des secteurs de l'industrie manufacturière, de la joaillerie, du port franc et des TIC-BPO va mettre un coup de frein à l'emploi local dans ces domaines. Est-ce qu'une telle décision politique a fait l'objet d'une étude sociale et économique avec une vision à moyen et à long terme dans ces secteurs? À quel point cette mesure budgétaire va représenter une menace pour les 27 000 professionnels actuellement employés dans le secteur des TIC-BPO? Et je tiens à préciser, Monsieur le Président, que la France représente 85% des investissements dans le secteur des TIC-BPO à Maurice, ce qui confirme par ailleurs l'importance de la corrélation entre la source d'investissement et la capacité linguistique des Mauriciens. Alors ne va-t-on pas venir bouleverser cet écosystème avec l'inondation du secteur par des professionnels non francophones? Au final, pourquoi investir dans la formation des Mauriciens quand on pourra exploiter une main-d'œuvre expatriée, déjà formée et disponible à moindre coût? J'ai du mal, Monsieur le Président, à comprendre la logique de ces mesures qui, selon moi, représentent un danger pour notre jeunesse et nos talents mauriciens. Un budget construit, je le disais plus tôt, sur la segmentation de la population est désormais un budget alimenté par la compétition déloyale entre travailleurs locaux et main-d'œuvre étrangère. Sans compter que j'ai également relevé une aberration qui repose sur la ségrégation qu'une mesure budgétaire semble vouloir nourrir au sein même de notre nation, à savoir la déduction fiscale de 60 000 roupies par an et par enfant, annoncée au paragraphe 458 du budget 2024-2025, pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles privées payantes. Et je tiens à rappeler ici, Monsieur le Président, que moi-même, comme probablement nombreux membres de notre hémicycle, des deux côtés de la Chambre, moi-même, je suis un produit de l'école publique mauricienne. Au lieu donc d'améliorer la qualité de l'éducation publique, le gouvernement est-il en train de fractionner la nation en encourageant l'admission dans des écoles privées payantes? Et j'écoutais ce week-end un syndicaliste de l'éducation, secrétaire de United Deputy Rectors and Rectors Union, qui disait que cette mesure est venue confirmer la crainte des syndicats sur la prolifération des institutions privées payantes qui vont écraser les écoles et collèges publics. Et je ne sais pas si le ministre des Finances se rend compte qu'une telle mesure est un véritable camouflet pour sa collègue ministre de l'Éducation. Est-ce un aveu d'échec de l'école publique? Comment promouvoir le nation building quand l'État lui-même annonce une mesure fiscale qui vise à séparer nos enfants à l'école entre le public et le privé? Monsieur le Président, après avoir exposé mes incompréhensions de certaines mesures budgétaires dans les écosystèmes de l'emploi et de l'éducation, permettez-moi de m'attaquer à une autre aberration budgétaire qui frappe cette fois-ci notre écosystème naturel. C'est une mesure annoncée par le ministre des Finances lors de son discours de vendredi dernier et qui tient en une courte phrase au paragraphe 227, mais qui est lourde de conséquences, à savoir que le gouvernement va permettre l'extraction de sable pour la réhabilitation des plages. Alors il faut aller chercher dans les annexes du budget, à la section C51, pour comprendre que le Removal of Sand Act va être amendé pour permettre à nouveau l'extraction de sable dans le but de reconstituer les plages, avec la précision, pour ne pas dire l'excuse donnée dans l'annexe, que cette pratique aurait été menée avec succès aux Maldives, qui est également un petit État insulaire en développement comme Maurice. Je tiens à rappeler ici et aujourd'hui, Monsieur le Président, que l'extraction de sable corallien
pour alimenter le secteur de la construction avait été interdite en octobre 2001 suite à une décision du ministre de l'Environnement de l'époque, l'honorable Bhagwan, qui devrait faire son retour demain à la Chambre, dans le but précisément de préserver notre écosystème marin. Aujourd'hui, après avoir permis au sable de nos lagons le soin de se régénérer pendant 2 décennies, avec une stabilisation de la biodiversité corallienne et marine associée, voilà que le ministre des Finances du jour vient annoncer une mesure contre-productive dans la protection de notre littoral. Car la décision de l'époque s'était appuyée sur des études et des rapports techniques qui démontraient l'impact néfaste de l'extraction de sable corallien de nos lagons sur l'environnement aquatique, tout en démontrant que le pays disposait de suffisamment de sable et de roches dans nos carrières de sable pour plusieurs décennies. Aujourd'hui, je pose la question au gouvernement sur quelles études d'impact environnemental repose cette mesure annoncée dans le dernier budget du présent régime. Quels sont donc les lobbies qui ont été à l'œuvre derrière ce projet? Une telle décision politique ne peut se faire sans une démonstration scientifique et appuyée par les professionnels de la mer, et je pense notamment à nos pêcheurs, dont l'expérience sera et devra être entendue avant de dénaturer l'espace marin qu'ils connaissent mieux que quiconque. Et j'ai d'ailleurs hâte d'écouter les arguments du ministre de l'Environnement ou ceux du ministre de la Pêche pour défendre cette proposition. Et venir brandir l'exemple des Maldives ne convaincra pas ceux qui savent très bien que, d'une part, comparer nos 2 îles sur la nature des bancs de sable respectifs a ses limites, car contrairement à chez nous, les bancs de sable aux Maldives sont extrêmement mobiles, pour ne pas dire mouvants, à tel point que la vie n'a pas le temps de s'y établir et de s'y stabiliser. Autrement dit, le sable pompé dans les eaux de Maldives n'est pas aussi riche en biodiversité marine qu'à l'île Maurice, et l'impact écologique d'une telle activité d'extraction de sable n'est donc pas comparable entre nos 2 États insulaires. Et d'autre part, l'extraction de sable dans les eaux mauriciennes va bouleverser notre écosystème marin, détruire la capacité de nos lagons à se régénérer et fort probablement aggraver l'érosion des plages, alors que c'est précisément ce même phénomène que cette mesure cherche à combattre. Mais ce budget 2023-2025 n'est malheureusement pas à une contradiction près, car dans la même section consacrée à ce qui a été décrit comme l'agenda climat, il est mentionné 3 paragraphes après celui qui annonce l'extraction de sable, l'établissement de 250 fermes coralliennes. Donc d'un côté, on veut extraire du sable corallien et de l'autre, on veut cultiver du corail. Et sur ce point également, Monsieur le Président, je dois préciser que nous prenons le problème du mauvais côté, car l'utilisation de techniques dites durables d'élevage des coraux n'est pas une mauvaise idée en soi, mais la véritable question pertinente que ce budget a choisi d'éviter, c'est comment faire pour que nos coraux ne se fragilisent pas et ne meurent pas. Car s'il est indéniable que l'écosystème corallien est grandement confronté à une menace grandissante due au réchauffement climatique, c'est un fait aujourd'hui prouvé, scientifique, que ce même écosystème corallien est pollué par les activités humaines. Le déversement en mer d'eau usée non traitée, le lessivage des pesticides de nos terres agricoles ou encore l'écoulement des produits chimiques dans nos rivières contribuent à la dégradation de la qualité de l'eau et finissent par atteindre notre lagon. Toutes ces substances nocives finissent par étouffer les coraux, perturber leur reproduction et affaiblir leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux changements environnementaux. Et face à cette menace croissante, la protection des récifs coralliens
nécessite des mesures urgentes pour réduire la pollution terrestre et préserver ces écosystèmes marins précieux pour les générations futures. Cultiver et transplanter 25 000 coraux, comme annoncé dans le budget, c'est bien. Protéger ces mêmes coraux en amont dans une approche holistique, c'est mieux. Et je ne veux évidemment pas croire, Monsieur le Président, que ce projet de coral farming, annoncé en grande pompe dans le discours du ministre, aurait pour motivation l'attribution de juteux contrats à certains proches du régime. Monsieur le Président, permettez-moi, pour ce qui sera le dernier volet de mon intervention, de dire quelques mots sur ma circonscription. Numéro 1, Port-Louis Ouest, Grande Rivière Nord-Ouest, qui a été durement marquée pendant cette première moitié de l'année 2024 par les inondations de janvier dans le sillage du cyclone Bellal, puis par celles de fin avril suite aux fortes pluies. Les habitants de Canal-d'Aillot, de Richelieu ou encore de Cité-Débarcadère peinent encore à effacer les séquelles de ces inondations qui ont dévasté leurs maisons, envahi leurs terrains de coulées de boue et détruit leur matériel. Chemin in vin la rivière, parking in vin bassin, loto in vin bateau. Ces catastrophes ont mis en évidence, Monsieur le Président, les conséquences désastreuses de l'absence de planification dans l'aménagement de ces villes et villages, du bétonnage irréfléchi et de la destruction de plusieurs drains naturels. Et rajouter à cela la conception inadaptée de certains drains artificiels ou encore leur entretien défaillant ont accentué les effets des précipitations abondantes, laissant les habitants démunis face à la traumatisante montée des eaux. Et je note d'ailleurs, Monsieur le Président, dans le budget 2024-2025, que pour la gestion des inondations, le ministre des Finances annonce la provision d'1 milliard de roupies pour poursuivre la mise en œuvre de 132 autres projets de drains pour une valeur totale de 3,5 milliards de roupies, sans détailler, cette fois, comme il nous a habitués dans ses précédents exercices budgétaires, les régions concernées, probablement pour ne pas rappeler l'échec dans l'avancée et dans l'efficacité des travaux entrepris dans les différentes zones inondables du pays. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le dernier rapport de l'audit de février 2024 qui précise qu'au cours de l'année financière 2022-2023, sur les 968 projets de drains budgétisés par la NDU, des travaux n'ont été entrepris que sur 34 d'entre eux, soit seulement 4% des projets. Et j'imagine que le ministre des Infrastructures nationales, qui interviendra juste après moi, viendra expliquer les raisons derrière la lenteur dans la mise en œuvre de ces projets, qui sont pourtant des priorités vitales dans un contexte de dérèglement climatique. Et peut-être également que l'honorable Euriram pourra également nous dire ce que le gouvernement entend à la section développement des infrastructures au paragraphe 262E par l'amélioration du pont Roussel à Grande Rivière Nord-Ouest. Car j'ai cherché dans les budget estimates de son ministère, dans l'item Construction and Upgrading of Bridges, et je n'ai retrouvé aucune mention du pont Roussel sous lequel coule la rivière Saint-Louis après avoir traversé et bien trop souvent inondé la localité de Canal-d'Aillot. Au bout des 10 ans de régime du MSM, le raccordement routier de l'avenue des Peupliers pour désengorger l'interminable trafic quotidien dans les morcellements de Pointe-aux-Sables est toujours un mirage. Les habitants de Camp-Chaplon attendent encore et toujours leur dispensaire. Le projet de Tout-à-l'égout à Bain-des-Dames est toujours à l'étude. Les habitants de la Tourquénique, autour de la zone industrielle, se plaignent trop souvent de la pollution atmosphérique. 10 ans que les enfants de Cité-Jonction se retrouvent à jouer dans les rues alors que leur centre communautaire reste constamment fermé sans information sur les activités qui s'y déroulent.
10 ans que les piétons de résidence Validji traversent une passerelle aérienne qui est systématiquement insalubre et sans éclairage. Voilà donc, Monsieur le Président, le principal bilan que retiennent les habitants de ma circonscription au bout des 2 mandats du MSM. En guise de conclusion, Monsieur le Président, sur le budget de l'État 2024-2025, qui se place sous le thème « Demain est à nous », je ne peux m'empêcher de souligner l'ironie dans les aspirations du présent régime. Car si demain est effectivement à nous, force est de constater que le présent reste marqué par des lacunes flagrantes du gouvernement, tant sur les aspects économiques, énergétiques, démocratiques et politiques. Malgré les discours et les promesses, la réalité persiste. Hier, vos actions étaient trop souvent éphémères, vos plans mal structurés et vos implémentations trop lentes. Aujourd'hui, les habitants de ma circonscription et de notre pays continuent de faire face à des défis criants, souvent échangés lorsqu'ils n'ont pas empiré, notamment en termes de pouvoir d'achat, d'accès à une santé de qualité, de sécurité alimentaire, de liberté démocratique et de résilience climatique. Pourtant, Monsieur le Président, je sais que la population, à l'extérieur des murs de notre Assemblée nationale, garde espoir. Car oui, demain sera un autre jour, un jour où le peuple mauricien prendra sa destinée en main, où chaque vote sera un pas vers le changement, un jour où nous nous engagerons à planifier de manière rigoureuse, à structurer nos efforts avec persévérance et à mettre en œuvre des initiatives avec diligence et intelligence dans le cadre d'une bonne gouvernance et le respect des différences de notre nation arc-en-ciel. Ce sera un jour où nous travaillerons ensemble pour bâtir un avenir meilleur et résilient et où chaque citoyen aura l'opportunité de s'épanouir, de prospérer et de se projeter. Demain est à cette nation mauricienne qui attend le changement, ce changement que nous avons l'ambition collective et solidaire d'incarner de ce côté de la Chambre, avec le peuple et pour le peuple. Alors, vivement demain. J'en ai terminé, Monsieur le Président.